Bonjour Ilke. Nous retrouvons cette belle aventure avec Rilke qui a son après-midi de libre. Nous sommes le 29 du mois du grain. La veille, tu étais emprisonné à Fort Stark. Et l'avant-veille, tu rencontrais Tarivel et vous négociez votre retour en ville. Cette journée du 29 est une journée assez classique, avec finalement de la clientèle faible, mais tout de même qu'il faut servir. Une auberge diminuée par l'effectif, mais comme il n'y a pas beaucoup de monde à servir ce jour-là, et qu'un repos semble mérité, Klaus vous l'offre. Et donc chacun, vous avez l'occasion de votre côté d'aller faire des emplettes, aller rencontrer des personnes qui vous tiennent à cœur, etc. Que choisis-tu de faire? Eh bien, je vais essayer d'éloigner, de repousser la sourde angoisse qui m'étreint à la pensée de Signe emmené par les arts idéales. Et j'ai toujours cette histoire de réfugié qui me trotte au fond de la tête et de ce qui manigance là-bas avec ce faux prophète, plutôt racketteur. Et je vais donc sortir avant le couvre-feu avec ma besace d'arboriste pour aller faire des choses dont j'ai l'habitude, c'est-à-dire aller chercher des simples et des plantes dans la nature. Et ben, quand la nuit commencera à tomber, je prendrai une forme de rate, puisque je reste du genre féminin, pour m'introduire discrètement dans le campement. Entendu. Bien sûr, l'idée, ça serait d'aller d'abord visiter la tente du prophète, pour voir s'il est avec des gens, s'il discute de ses plans, voir aussi cet ancien noble qui voulait vraiment pas qu'on entre dans sa tente. Et puis, circuler un petit peu après pour voir s'il y a des choses qui attirent mon attention. Il y a des intrigues et des complots ici. Très bien. Donc ta première destination, une fois que tu rentres dans le camp, que la soirée tombe, ta première destination, c'est la tente, la grande tente. Elle n'était pas aussi grande dans ton souvenir. Hein. Tu as l'impression que il a peut-être créé des dépendances ou il a débordé sur les tentes voisines. La grande tente du prêcheur de Canaan, le borgne, qui est également passeur au-dessus de la Valdine. Et lorsque tu te glisses sous le pan de la toile de sa tente, tu découvres un spectacle auquel tu ne t'attendais pas. Il est bien présent. Il est dans un coin et dans un coin de la tente, il y a un brasero qui illumine les lieux et projette des ombres sur la toile. Et il a l'air d'être dans une sorte de transe méditative, les yeux tournés vers le ciel. Quand j'ai les yeux, même son œil borgne est également tourné vers le ciel. Les bras sont levés et il parle d'une voix, enfin il murmure, c'est une mélopée qui sort de ses lèvres, incompréhensible, mais il est vraiment près d'une transe et il n'est pas seul dans cette tente, il y a du mobilier, c'est là qu'il vit, visiblement, et ont été installés à l'entrée de cette grande pièce, deux lits, des lits sommaires dans lesquels patientent deux personnes qui toussent et qui ne vont pas bien. À leur côté se trouve Clonk. Tu te souviens de ce demi-orc peu sympathique que je te montre pour te rafraîchir la mémoire. C'est son garde du corps,
Et les deux personnes qui sont là, il y en a une qui semble dormir, visiblement très fatiguée, le souffle court, et l'autre qui regarde le prêcheur, le prophète, avec des yeux pleins d'espoir. Il a le visage... marqué. Vraiment. On voit que ses orbites sont enfoncées, il est âgé, il a une barbe, un collier de barbe gris. Je te le montre. Le crâne chauve, ridé, le visage taché, marqué par ce qui pourrait être la maladie. Et il est, et d'ailleurs, tu réalises qu'en fait, il est sur le lit comme un patient qui attendrait son médicament ou son onguent. Et le grand Kanan termine sa prière, sa mélopée, et s'avance vers l'homme allongé. Il fait quelques gestes, va placer ses mains dans une bassine, les relève, dit ces quelques mots. Ses mains sont désormais sanctifiées. Qu'elles te guérissent de ton mal, comme tant d'autres avant toi. Vois ici la faveur divine qui m'est offerte, et répands la bonne parole parmi les tiens. Et il pose ses mains, qui ont l'air d'être enduites, je te dirais de l'eau bénite, hein, mais je n'étais pas sûr que ce soit de l'eau et ni qu'elle soit bénite. Et il pose ses mains sur le visage de l'homme allongé, et il semble le caresser ou dessiner son visage, ses doigts allant dans les contours de son visage, marquant ses rides, voilà, d'un geste doux et affectueux. Est-ce que je ressens une quelconque invocation divine? Est-ce qu'il y a une vraie... Est-ce que je ressens un vrai appel de magie divine, ou est-ce que ça a l'air d'être du bluff? Alors, détecter la magie divine n'est pas si évident. Je vais te demander un test d'arcane. Un test de religion, plutôt. Un test de religion. Ok. Alors, les formules utilisées ressemblent pas mal à des formules rituelles qu'on pourrait utiliser pour un sort de guérison ou quelque chose de cette nature. T'as pas vu d'effets physiques qui laissent à penser, ou d'effets magiques qui laissent à penser qu'il soit... tu sais, comme quand toi tu utilises tes mots de pouvoir, ce genre de choses, il y a quand même des effets visuels qui viennent... voilà, là tu n'as pas vu ces effets-là. Je vais te demander également un test de médecine. Ok. Tu acquiers rapidement la sensation qu'en fait, sur la peau, que tu vois en fait, tu n'as pas l'impression que ce soit les marques que porte l'homme qui est en train d'être guéri. Tu n'as pas l'impression que ce soit des marques manifestant une maladie dermatologique, une maladie de peau. Tu as plutôt l'impression que ce sont des croûtes, des choses qui, et d'ailleurs, au contact de ce qu'il avait dans les mains, ces croûtes se décollent et tombent, ce qui semble nettoyer de sa maladie l'homme en question. Qui d'ailleurs a les yeux écarquillés et ne feint pas,
la véritable révélation. Oh, tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Et il touche son visage et il sent plus les marques qu'il avait sur lui. Par terre, évidemment, se décompose. Tu as l'impression que c'est un procédé alchimique. Se décompose les croûtes qu'il avait sur le visage. Lui, il n'y prête pas attention. Il touche son visage, il sent plus les marques qu'il avait. Mais tu es vraiment l'envoyé. Tu es vraiment son envoyé. Que fais-tu? Oh, il rend les gens malades pour les guérir après avec des substances qui font des urticaires ou des trucs comme ça, l'affreux. Faudrait que je récupère un peu du liquide dans sa bassine, là où il s'est trempé les mains. Vas-y. Je cherche un petit bout de tissu ou de choses absorbantes qui traîneraient sur le sol. Oui, tu peux en trouver. Hein. Il y a des restes de vêtements, par exemple. Qui fasse un peu éponge, quoi. Et au moment propice, quand on ne fera pas trop attention à la bassine, j'irai avec mes petits crocs tremper le truc dans la bassine et puis je l'emmènerai avec moi. Et puis plus tard, je le mettrai dans une poche que j'aurai repris forme humaine. Ok. Au passage, regardez les croûtes. Ça a l'air d'être une réaction. Enfin voilà, ça pourrait être un truc provoqué par des plantes urticantes ou. Non, alors non, là pour le coup, tu as le temps de regarder. Je vais te donner un test de discrétion, quand même. Ouais. Je vais prendre ton inspiration. mon avantage. Ouais. Ok. Tu as l'impression que ces croûtes, en fait, étaient collées à la peau, mais sont pas une réaction de la peau elle-même. Un maquillage. Un maquillage, tout à fait. Mais la personne a été convaincue du fait que c'était une réaction, une maladie, clairement. Hein, tu sens que... D'ailleurs, c'est ce que Kanan lui dit. Oui. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Anon, celui avec lequel nous pactisons. Celui qui demande à chacun de sacrifier ses biens pour trouver, comme toi, la vérité et la vie. Et l'homme est absolument convaincu d'avoir été guéri. Il se redresse. Mais j'ai retrouvé le souffle. Tu sembles noter un sourire de la part de Kanan. Va et professe avec moi, comme ceux qui t'ont précédé. Et l'homme sort. Au bout de quelques instants, un deuxième rentre pour prendre sa place. Visiblement, il s'avance un peu courbé. Et puis son visage est lui aussi marqué. Tu as vraiment l'impression qu'ils sont dans une démarche d'apporter la guérison des maladies. Oui. Bon, ça doit pas être chimique du tout, en fait. Ça doit être de la bête. Oh, et puis il décolle le maquillage. Alors, ce maquillage se dissout. Hein. Tu as fait un test... Enfin, oui, tu n'es pas spécialiste, mais en tout cas, le maquillage, quand on parle de maquillage, mais en tout cas, la substance s'est dissoute au contact de ses mains et du produit dans lequel... voilà. C'est un démaquillant, en gros. Peut-être. Voilà. Bon. Tu as récupéré discrètement un morceau, un échantillon, tout rat que tu as. Avec mes petites pattes de rat très agiles. Tout à fait. Que fais-tu ensuite? Eh bien, je vais aller vers ma deuxième destination. Bien contente d'avoir découvert déjà cette supercherie. Il faut falloir que j'en parle aux amis et qu'on fasse quelque chose. Donc, je vais aller chez ce fameux noble qui voulait vraiment pas que le demi-orc entre dans sa tente. Le fameux Lothaire. Lothaire, c'est ça. Tout à fait. Alors, c'était précisément... Enfin, je sais pas si tu connaissais vraiment son histoire,
Mais on peut dire que oui, parce que tu as fréquenté longtemps le camp des réfugiés, et Lothaire est un ancien domestique, précisément. Donc il est habitué à un ancien majordome d'une maison noble de Norlande. Donc il est habitué à être... Enfin, il était habitué à un certain luxe qu'aujourd'hui il ne possède plus. Un homme d'âge mûr, au costume usé, mais qui cherche quand même à rester, malgré le manque d'hygiène et de moyens, qui tient à rester droit. Lorsque tu te présentes à sa tante, sous forme de rate, toujours, il s'y déroule une certaine activité, il discute. Tu l'entends à travers la toile de tente. Tu rentres également ? Je vais passer sous le tissu pour rentrer. Okay. Il est en train de discuter avec une jeune fille que tu n'avais pas vue au préalable, mais peut-être une nouvelle réfugiée. Et il est en train de lui expliquer certains usages. En gros, comme s'il l'éduquait, lui donnait quelques astuces pour être bien en société. Au bout de quelques instants, tu comprends qu'en fait, il espère d'elle qu'elle se fasse embaucher. Voilà. Et l'intérieur de la tente a l'air tout à fait normal pour une tente de réfugiés, à savoir des meubles sommaires très éphémères, beaucoup de récupération, d'être dans un coin, de quoi une paillasse, de quoi manger, enfin voilà. Ça a l'air d'être un gars bien. Bah, pendant qu'il fait son petit cours de bonne manière, ouais. Bah, je vais un peu explorer sa tente, aussi bien avec mon sens visuel que mon flair de rat, pour voir ce qu'il aurait. Ok. S'il a quelque chose à cacher. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Là, je te laisse éventuellement appliquer un bonus ratesque. Ça marche. Tu es donc c'est ta forme de rat. Tu as effectivement un odorat qui est très développé, ce qui te permet de sentir qu'en fait, sous une malle en osier, il y a un tapis, une malle en osier, et en fait, tu sens à travers le tapis, plus précisément sur le côté, tu sens une échappée humide. Et quand tu te rapproches de ta petite taille, tu distingues dans l'ombre, en fait, tu as un trou, un conduit qui semble s'enfoncer sous la terre. Et l'air humide qui s'en échappe te laisse à penser que ça doit être connecté à peut-être des cavernes ou à un réseau d'égouts. Wow! Et c'est suffisamment grand pour que quelqu'un puisse... Tout à fait. Un adulte peut y passer, oui, tout à fait. Alors, en considérant qu'il faut déplacer la malle et le tapis, mais oui. Donc, il a ses propres entrées dans la cité. Ben, je vais attendre que la jeune fille ait fini et reparte. Très bien. Il te faut pas longtemps avant que, l'heure avançant, elle regagne sa propre tente et que lui reprenne ses activités, à savoir préparer le repas. Eh bien, bah, je vais rentrer dans ce petit égout. Tu t'y faufiles ? Je m'y faufile en tant que rat. Donc, si un humain peut y passer, ça doit être sans problème. Tout à fait. Et je vais remonter pour voir jusqu'où il va. Ok. Tu te glisses donc dans ces égouts. Alors, dans ce conduit, hein, pour l'instant on parle de conduit. L'ensemble tu mets pas longtemps avant de comprendre qu'en fait l'endroit où tu te trouves, qui n'est pas éclairé, hein, rappelons-le, est une extension datant du même âge sans doute, des souterrains nains.
D'accord, bah, je vais continuer à les remonter. Alors tu les remontes et ça remonte tout droit, toujours dans... Voilà, c'est des souterrains, des égouts, hein, clairement. Ils sont petits hein, en termes de taille. Un humain devrait s'y courber pour pouvoir s'y déplacer. Et tu finis par retrouver une plaque d'égout depuis lesquelles tu ressors en plein cœur de Brenhaven. Je te passe les intersections que tu as croisées, ces choses-là. J'ai pris soin de mémoriser et éventuellement avec mes crocs de rat de faire des petites marques pour retrouver mon chemin si je veux l'emprunter dans l'autre sens. Très bien. Et donc te voici à la sortie, enfin pas sortie précisément, à Brenhaven, peu de temps avant que le couvre-feu ne soit ordonné. Que fais-tu? Tu regagnes l'auberge? Ah bah, je vais regagner l'auberge. Je dois être dans un sale état. Effectivement. Donc, je trouve un endroit discret pour me transformer. Je vais aller prendre un bon bain. Et je sens que je vais avoir des choses à raconter à mes compagnons. Très bien. Eh bien, merci Rilke et à très bientôt. Merci. Eh bien, bonjour à toi, Sig. Nous voici ensemble pour jouer un petit intermède solitaire qui se déroule l'après-midi du 29 du mois du Grain. Le matin même, vous avez eu une nuit reposante, peut-être même une grasse matinée, on peut espérer, après un séjour dans les geôles de Forgrave-Stark. Ça, après votre escapade dans le temple du serpent. Et il faut dire qu'à l'auberge, il n'y a pas foule. La mauvaise réputation de l'auberge a fait partir les clients les moins fidèles. Et donc, dans l'auberge, vous avez servi, mais finalement peu de gens. Et Klaus vous a donné votre après-midi pour peu que vous soyez de retour pour le repas du soir. Voilà. Et donc chacun vaque un peu à ses occupations. De ton côté, Sig, que vas-tu faire? Alors, sa première action aurait été de voir si Rob avait laissé quelques pièces. Oui, c'est le cas. C'est le cas, il en reste. Voilà. Donc, elle en aurait pris un peu. S'il est là, elle lui aurait dit pourquoi. S'il n'est pas là... il est déjà parti, malheureusement. Voilà. Donc, elle prendra, et puis s'il voit qu'il en manque, elle dira pourquoi il en manque. Donc elle prend des pièces, elle les met dans un petit sac. Est-ce que quand même ses amis sont venus quand même à l'auberge pour voir ce qui se passait, parce qu'elle avait fait un clin d'œil dans la foule quand ils avaient été emmenés en prison. Tout à fait. Et tes amis ont pu débarquer les deux naines qui habitaient pas très loin de Forgrave-Stark, avec lesquels tu avais eu de très bons rapports et qui font partie de cette vieille garde. Ces deux naines, dans début d'après-midi, se présentent à l'auberge. Et peut-être profitant d'une accalmie, demandent à utiliser la salle privée de l'auberge de l'épée. C'est bien. Exactement ce que Sig allait leur proposer de toute façon. Et nous y voici, je nous y emmène. Avec quand même... elle ira chercher une petite réserve de bière un peu spéciale parce qu'elle a quand même des grandes nouvelles à annoncer quand même. Ah, d'accord. Une belle cuvée. Très bien. Eh bien, te voici en compagnie de Kirsten et Anka, qui ont quand même une mine très curieuse, très interrogative. Alors, si, vient quand même avec le sourire. Bon, elle dit que, bon, il y aura forcément des choses qui vont pas lui plaire, mais elle vient avec le sourire, avec des bières. Bon, les filles, c'est quand même de bonnes nouvelles. Je suis sûre que vous allez m'en apprendre qui sont pas très bonnes, mais je préfère commencer par les bonnes, hein, ça va nous mettre dans l'ambiance. Déjà, première chose, j'ai réussi à finir ma fresque dans les geôles. Et elle est superbe. Petite fresque là, pile pour les elfes. Enfin, vous savez, vous avez déjà vu. Alors, Anka sourit à la mention, c'est la plus jeune des deux sœurs.
Souris à ce que tu viens d'évoquer. Par contre, le visage de Kirsten reste, lui, fermé et grave. Bon, d'accord. Il vous en faut plus et vous en faut plus. Eh ben, on a chassé un dragon. Et ouais, elle est finie, un dragon. Et là, commence à leur raconter un petit peu, tu sais, les péripéties, se cacher dans les fourrés, malheureusement la mort du pauvre Albert. Voilà. La montagne et leur combat épique contre un fantôme dragon. Et évidemment, elle enjolive. Enfin, pas tant que ça, hein, parce que finalement, c'est fait plutôt épique quand même, avec elle presque enfoncée dans les sables mouvants. Enfin, bref. Voilà. Donc, c'est pas si exagéré que ça, mais elle va juste mettre beaucoup plus en phase. À ton discours, Anka va boire tes paroles telle la spectatrice qu'elle est de tes exploits. Par contre, Kirsten, elle, va plusieurs fois te poser la question, d'accord, mais en quoi ça nous aide? Un dragon, mais pourquoi faire? Eh ben, j'ai bien, justement, parce que c'est le dragon qui avait mordu l'ancienne reine des elfes. Et là, tiens-toi bien, on a obtenu, j'espère, je croise les doigts, mais j'y crois, une audience avec la reine des elfes. Et ouais. Une audience, et donc les deux répètent quasiment en chœur, une audience avec la reine des elfes et la plus âgée des deux naines. Une occasion parfaite pour venger tous les morts et semer le trouble dans leur pays. Wow. Attends. Là, le but, c'est quand même de les faire partir. Et mais je pense que se débarrasser. Hein. Lorsque ma hache aurait tranché la tête de leur reine, je ne doute pas qu'ils retournent dans leur pays pour aller déjà élire une nouvelle reine et en tous les cas pour régler les problèmes que ça va générer. Non, mais là, déjà, ce qui s'est passé à la porte, je suis sûre que vous allez m'apprendre j'aimerais savoir qui a été enfêté, etc. Mais t'imagines si on tue la reine qui peut arriver là de la ville? Elle est rasée, hein. En plus du fait qu'ils vont pas aller récupérer le dragon et qu'après il va nous tomber sur le coin de la tronche à cause du nécromant. Je sais, moi aussi j'ai envie. Ils ont fait du mal, beaucoup de mal. Mais là, il y a d'autres enjeux. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que tu as obtenu une audience avec la reine dans le but de lui dire faut partir maintenant? Ouais, c'est à peu près ça. Bon, après, la parlate, c'est sûrement Rob qui va le faire, hein, mais dans l'idée, c'est on a quelque chose qui vous intéresse. Et voilà. à quel moment est-ce que tu comptes la convaincre juste de quitter ce qu'ils font depuis 5 années et clairement sans l'intention de bouger? Eh ben, parce qu'ils cherchent une source de pouvoir. Et la source de pouvoir, nous, on sait où la trouver. Du coup, ils la prennent, ils repartent chez eux, et tout le monde est content. Je te fais confiance, Sig. Mais je suis pas la seule ici. Je sais. Après, il y aura toujours la solution de guerre ouverte, oui, comme je dis, ça sera la meilleure occasion possible pour frapper un grand coup. Mais j'espère, sincèrement, vraiment, que on n'en arrive pas là. Parce qu'à mon avis, là, ce sera la ville sera rasée. Hein. Tu sais aussi bien que moi que la parlotte ne mène pas à grand-chose face aux personnes qui sont entêtées ou qui ont des intérêts largement étrangers aux nôtres. Le fait est qu'ils nous prennent pour des enfants. Du coup, il faut jouer là-dessus. Il faut jouer sur le fait que, justement, ils ne croient pas dangereux et que... Tu demandais tout à l'heure qui avait été enjôlé ou enfêté. Je peux te citer Arlène, Brenna, Daila, Heydrick, même Fiona, l'Alpheline. Tous ceux-là déjà ont été arrêtés et conduits à Fort Griffsark. On ne sait pas s'ils ont été enfêtés, s'ils vont l'être. On ne sait pas précisément ce qu'ils ont raconté ou ce qu'ils vont raconter. En tout cas, c'est sûr que il faut se venger. Et Sig, c'est le moment ou jamais de nous montrer à toute la vieille garde que tu n'es pas juste là en train de collaborer avec les elfes. Alors, j'ai une proposition à te faire.
Quelque chose qui va montrer à tout le monde que toi aussi tu as les mains sales. Et que tu n'es pas l'ami des elfes. Si tu le fais, je ne doute pas que les derniers hésitants ne verront pas ta tentative de marchander avec eux comme une traîtrise. Et si tu le fais, je pense que plusieurs indécis se rallieront à notre cause. Ça te rappellera tes jeunes années lorsque tu parcourais les rues cachées par l'ombre. Tu te souviens de cette collaboratrice de Gretella? Eh bien, nous avons découvert où elle stockait un chargement de vin à destination de l'occupant. Alors, Gretella, pour ton rappel, Sig, c'est une collaboratrice que je vais te montrer tout de suite. Qui est une femme qui représente la confrérie des marchands au conseil, une demi-elfe précisément, qui assez sophistiquée et qui transporte le vin de la famille d'Orville à la capitale et qui revient avec d'autres crus pour Brenhaven, dont certains sont réservés aux elfes. Voilà, elle est assez typique, cette femme ou cette demi-elfe, avec des cheveux aux coupes étonnantes, avec des teintes de pigments féeriques, ce genre de choses. Et elle est connue, et d'ailleurs elle était là le premier soir, le tout premier soir où les choses ont dégénéré à la taverne. Voilà, et elle est connue pour être collaboratrice des elfes. Elle est fournie en vin, et Christiane vient d'annoncer qu'ils ont découvert où se trouvait la cargaison qui vient d'arriver à destination de l'abbaye, où se trouvent les forces elfiques, ainsi que de la voie verte, où se trouvent les maisons de la garde elfique. Ces réserves de vin, nous devrions, nous allons les assaisonner. C'est quelques tonnes lait. Avec, quand je dis nous d'ailleurs, ce serait le signe, ça, si toi tu le faisais. Ok. Avec de la morora ou des choses, un peu de poison, des choses que tu maîtrises. Ouais, je peux inventer un truc pour les rendre bien malades. Ou les éliminer, hein. Quoi qu'il en soit, il faudra agir rapidement parce qu'ils vont être livrés ce soir. Donc ça veut dire intervenir tout de suite. On comptait le faire, mais on n'a pas ta discrétion. On n'a pas ta capacité à passer inaperçu. En pleine journée, ça va être compliqué. Oui, mais nous n'avons pas le choix. Comme ça. L'entrepôt se trouve sur le quai. Et je pense que tu as capacité à te faire oublier ou à passer discrètement, même si l'entrepôt est gardé. On a appris l'information très récemment et on comptait faire une diversion, mais ce serait pas discret. Faut dire qu'on n'a pas tes talents, donc si tu es partante. C'est compliqué les filles. Tu sens Sig, l'enjeu que cette proposition renvoie. Si jamais t'étais prise, les conséquences seraient lourdes, évidemment. Vis-à-vis de ta rivelle, vis-à-vis de ce que vous commencez à construire, même si on vous avait bien compris que l'occupant c'est pas la reine, et voilà. Et pour autant, voilà, ça serait s'en prendre aux elfes durement. Voilà. Si par contre tu n'étais pas prise et que tu mènes au bout cette opération, qui n'est pas très compliquée en soi, il faut juste arriver à se glisser dans l'entrepôt, mais
mais pour ça demande un peu de tact et de chance. Eh bien, tu serais sans doute vu comme non pas une traîtresse qui commence à discuter avec l'occupant, mais plutôt comme véritablement un leader. Et les indécis se rejoindraient. Et ça pourrait représenter peut-être une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes qui viendraient renforcer les rangs de la vieille garde. Et tu penses que du coup, ces personnes-là pourraient être utiles le jour J. Si jamais votre plan de discuter avec la reine n'aboutissait pas. C'est ça. Je comprends les enjeux, les filles, vraiment. Parce que si effectivement ça aboutit pas avec la reine et qu'ils partent pas, il faudra une force de frappe et il faut regarder nos rangs, mais si avec la reine ça aboutit et qu'entre-temps il y a une vingtaine d'elfes qui meurent, si déjà ils étaient malades, ce serait un bon début. Ouais. Je pourrais leur faire choper une bonne vieille maladie. Après, ils meurent parce qu'ils sont pas soignés. Mais oui, ça c'est faisable. Alors du coup, j'aurais peut-être un service à vous demander. Parce que ça, je sais pas combien de temps ça va me prendre et falloir que je sois extrêmement prudente. Pas le moment de me faire prendre. Lino. Pour sortir Tan quand il avait été arrêté, on a dû passer un accord avec le baron d'Era. Oui, je sais, avec votre tête, c'était pas très judicieux, je le sais, mais on était pressés. On avait moyen de fournir ce qu'il voulait, mais ça s'est pas fait parce que, bon, toute l'histoire avec le dragon, tout ça. Du coup, là, j'ai forcément une dette envers lui. Mais on a pu ramener un peu de monnaie de là où t'es dragon. D'accord. Donc, est-ce que vous serez capable de passer un message? Alors, je vais leur donner le nom de la domestique qu'on avait reconnue, qui était venue déposer Tan avec un autre... je crois que lui, c'était un réfugié, par contre. Tout à fait. Je vais leur donner le nom de la domestique, plutôt. Voir si vous pouvez transmettre un message et cette bourse. Et... je sais pas si ça réglera la dette, mais voilà. J'espère juste de pas être poignardé dans le dos. Voilà. Bah, on espère déjà ne pas être poignardé nous-mêmes, mais ensuite, très bien. Bah, on te laisse rédiger la lettre et puis on espère que tu aboutisses dans ce qu'on vient d'évoquer. Il est où exactement cet entrepôt? Eh bien, il se trouve sur les quais. C'est le bâtiment le plus en haut, en face du navire actuellement à quai, et le plus à droite. Hein, ça fait une sorte de L à l'envers. J'essaie de me rappeler les conduits du coup d'Ego qui pourraient y accéder. Ok. Alors tu as un plan hein, déjà dans les journaux. Je vais le retrouver. Alors où est-ce qu'il est? Aussi mettra fin à cette petite réunion. Elle dira juste qu'elle va rédiger la lettre pour le baron et en même temps elle ira regarder le plan justement des égouts pour voir s'il n'y a pas une correspondance ou en tout cas un chemin un peu plus, encore moins visible pour aller jusqu'à l'entrepôt. Alors voici à quoi ressemble le plan sur la carte de Brenhaven. Donc je vais afficher. Sur la carte de Brenhaven, il s'agit de cet entrepôt que tu peux voir. Donc je sais pas si tu le vois sur la carte de Brenhaven, que tu peux voir sous l'œil attentif d'un arbre gai. Évidemment, les provisions
les provisions qui sont à destination des elfes, et même globalement l'ensemble de ce qui transite pour eux, reste sous bonne garde. Voilà, mais par contre, tu te doutes que toutes les entrées ne peuvent pas, parce que c'est un entrepôt sans doute, toutes les entrées ne peuvent pas être sécurisées. C'est en journée, il y a beaucoup de passages, donc bon, il est peut-être possible de passer discrètement. J'ai vu du coup sur le plan. Sur le plan, tu as des accès, mais Ouais, qui sont un peu loin, mais par ici, apparemment, il y en aurait un. C'est chaud. alors tu m'as montré, pardon, hop, où ça? Oui, tout à fait. Précisément derrière l'église de la Flamme. Est-ce que tu vas te glisser dans les égouts, sachant que en journée, tu peux tout à fait te déplacer sans problème? Oui, mais je me dis que de toute façon, on est déjà surveillé et plus ou moins mis sous protection grâce à Termanuel. Du coup, si je peux limiter, en tout cas, faire croire que je n'ai pas bougé de l'auberge, plus ou moins, Ouais. ça m'arrangerait. Très bien. Alors, du coup, sans mal, tu as la capacité en tant qu'alchimiste de préparer en l'espace d'une demi-heure de la morora ou un truc qui, dilué à du vin, pourra les rendre malades, fiévreux sans doute. Mais ça dépend de la concentration, mais tu peux les rendre malades. Maintenant, avec mon nouveau pouvoir, je peux du coup faire mes propres. Enfin, essayer en tout cas de combiner mes propres substances. Tout à fait. Chimiques que j'arrive à créer. Donc, j'essaye de faire un truc qui peut les rendre bien malades. Presque limite, pas la variole, mais ce truc comme ça qui peut même être apparent, qui les oblige peut-être même à rentrer, en tout cas, les troupes malades chez eux, pour pas te soigner. Ok. Voilà. Après, avec leur morphologie d'elfe, etc., je sais pas ce que ça va faire. Fais-moi un test de médecine et tu as un avantage parce que tu utilises ton laboratoire. J'ai fait uniquement le MJ du coup. Est-ce que je relance une fois? Je relance de mon côté. Ok. Tu penses avoir créé un truc qui... t'as pas besoin de ton pouvoir spécialement, parce que t'as des connaissances déjà assez intéressantes sur le sujet. Tu penses avoir créé de quoi les rendre bien malades à un moment. Donc t'as une fiole dans liquide à verser dans les tonnelets qui pourraient accueillir le vin. Et que fais-tu ensuite? Alors on va faire ça de façon narrative. Si tu te glisses dans les égouts en destination de l'église de la Flamme pour ensuite surgir discrètement de l'autre côté. Ok. Exactement ça. Ouais. Je vais prendre une entrée qui est assez proche de l'auberge. Ok. Très bien, c'est ce que tu fais. Et tu déboules au niveau... Hop. Très bien. Alors... activer cette scène. Chose importante, je n'ai pas pris d'armes avec moi. Ok. J'ai juste la capuche, pour essayer vraiment de me dissimuler quand même plus ou moins, en tout cas être plus discrète si besoin dans l'angle d'un bâtiment, mais j'aurais pas pris d'armes sur moi. Ok. Très bien. Tu arrives donc le long du bâtiment, tu vois
qu'il s'agit, tu es bien sur la scène, on est d'accord, sur le quartier du pont. Tu vois ce bâtiment qui forme un L à l'envers, avec derrière, tu le vois sans doute, l'arbre gay. Si tu en vois un bout, mais en tout cas il est par là. Et de l'autre côté, enfin voilà, et donc tu sais qu'il y a une porte ici, peut-être une par derrière accessible ici, et sans doute d'autres qui sont plus larges, puisque ça sert au déchargement des marchandises directement vers le quai. Et comme tu pouvais t'y attendre, se trouve un garde à cette entrée. Que fais-tu? Comment abordes-tu cette situation plus précisément? Pour l'instant, je vois que ce garde-là. Oui. Et c'est un elfe ou Non, c'est un humain. C'est un type un type du guet. C'est un type du guet. C'est sans doute un infecté d'ailleurs. Pour l'instant, c'est la seule entrée que je vois qui n'est pas... Oui, tu sais qu'il y en a de l'autre côté, des entrées, comme je te le disais. Mais du coup, qui serait visible par là, par l'arbre gay, du coup. Alors, ici, oui, tout à fait, il y a sans doute une entrée visible par l'arbre gay, mais après, ce qui se passe peut-être sous l'arbre est peut-être difficile à percevoir plus que loin. À toi de voir comment tu envisages les choses. J'aimerais bien faire pour l'instant un tour du bâtiment. Eh bien, je te le laisse faire. Pour l'instant, comme si je me promenais, ouais. Entre guillemets. Parce que de toute façon, il va me voir, là. Donc pour l'instant, je veux juste... voilà, je passe devant. Je regarde un petit peu comment c'est fait. Attends. Alors, quand tu arrives sur la partie façade du quai, là aussi, il y a une entrée qui est gardée. Enfin, même, il y a deux entrées, en fait. Une de ce côté-là et une autre de l'autre côté. Cette entrée-là, c'est une entrée large pour faire passer des hommes, ce genre de choses. L'autre a l'air d'être plus pour le matériel. Et se trouve un garde, cette fois-ci, c'est pas un infecté, et un garde du guet qui, lui, par contre, est assoupi. Il profite de cette fin d'après-midi pour terminer sa sieste. Tu entends les bruits des marchands au loin, sur le quai, de l'autre côté, qui sont en train de discuter paisiblement, pas très loin des navires. Le navire, c'est la capitainerie. Mais il y a toujours des va-et-vient, ça circule, ça prête pas trop attention à ce qui se passe autour. Du coup, je vais continuer mon jeu. J'avance tranquillement. S'il y a des gens, j'essaie de passer entre eux, tu vois, enfin pour... Oui, alors ça circule plutôt sur le quai, tu vois, ou sur cette partie-là, mais ça va et ça vient. Il n'y a pas 400 personnes qui circulent, c'est plutôt des groupes de 2-3 qui vont et viennent. Des fois des manutentionnaires qui portent des caisses. Et du coup, est-ce que cette caisse-là est haute ou pas? Elle est haute, oui, tout à fait. Lui, il s'est assoupi sur une caisse qui fait à peu près ta taille, et sur laquelle il est assis, et sa tête est pendante le long de son corps. Cette caisse-là est effectivement un peu plus haute, et elle lui sert même de dossier. Ok, je vais m'approcher tranquillement, l'air de rien. Ouais. En regardant un petit peu sur le quai si on m'observe ou pas, ou... Voilà, juste... comme si je refaisais mon lacet, tu vois. Ok, fais-moi un test de perception. Ok. Tu notes que personne ne semble prêter attention à la petite alpheline que tu es. Du coup, je vais m'approcher tranquillement et tester la porte. Est-ce que c'est une porte large, pareil, ou c'est une petite celle-ci? Non, c'est une double porte. Ah, c'est aussi une double porte. C'est une double porte qui n'est pas verrouillée. Ok. Et ben, je vais regarder à l'intérieur, pareil, discrètement.
toujours. Ok, bah tu me l'en regarde trouves. Tu n'entends pas de bruit à l'intérieur. Il y a du bruit à l'extérieur, des discussions, des gens qui marchent. À l'intérieur, tu ne vois juste des sacs, des tonneaux, des caisses, ce genre de matériel, visiblement Ok. entreposé. Du coup, je me faufile à l'intérieur. Ok, je t'en prie, tu peux rentrer normalement. Très bien, très bien. Donc tu vois du matériel qui sert à la fois pour la capitainerie, Oui. et d'où le fait qu'il soit particulièrement protégé, cet entrepôt. Et au fond, là-bas, des caisses et des tonnelets. Ici, il y a un réservoir avec de l'eau. De l'eau douce qui peut servir pour les navires. Ok. Tu viens de refermer la porte? Oui. Ok. Tout doucement, je Ok. la referme. Je me dirige en essayant de ne pas faire grincer le bois, tu sais, hein. Petit pas, petit pas, petit pas. Mais ça va demander un test de discrétion, à la fois ton entrée discrète et ta progression. Tu as l'aspiration, hein, comme chaque séance, donc tu peux choisir de l'utiliser ou non. Tout à fait, je Peut-être vais pour l'utiliser. ton jet de sauvegarde quand tu te feras attaquer ensuite. Même si j'ai un +8 en discrétion, je me dis que c'est comme le bon moment. Ok. Eh ben, je l'utilise pour toi. Et très bien, donc tu te déplaces dans l'immeuble, personne ne vient à ta suite. Tu n'entends pas de cri d'alerte. Vraiment, je prends mon temps. Okay. Donc, tu sais, petit pas, et je vais jusqu'au tonneau, du coup. Ok. Et tu verses ta substance dans les tonneaux? Dans les tonneaux, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des symboles quand même? Parce que je ne plante pas de tonneaux, mais a priori, il n'y a que ces tonneaux-là. Alors, il y a clairement des symboles qui sont marqués de la marchande Gretella, qui montrent que ce sont des propriétés qui lui appartiennent. Ces tonneaux. En fait, j'ai rien dit. Je pense que Sig va déjà repérer les tonneaux qu'il faut bien mettre, ouais. Mais je pense que je vais en mettre dans d'autres. Dans tous les tonneaux de vin? Pas dans tous, mais histoire de dire que c'est peut-être pas contre les elfes. Peut-être des gens que... Voilà. Ok. Donc tu charges ainsi les tonnes de vin et le retour se fait sans incident. Tu reprends les mêmes chemins sans attirer l'attention. Tu remarques juste au retour. Tu remarques que sur le quai se trouve la jeune Anka qui, quand tu ressors, elle est là tranquillement sur le quai, l'air de rien, elle déambule. Peut-être pour voir si t'es allé jusqu'au bout et si tu t'es pas fait attraper au passage. Mais du coup, tu regagnes l'auberge de l'épée. Par le même chemin, par contre, hein, j'essaie de reprendre les égouts pour vraiment faire croire que voilà. Par le même chemin, pour montrer que tu n'as pas vraiment quitté ton quartier. Voilà. Très bien. Eh bien, je te laisserai m'écrire le contenu de la lettre que tu as laissée à destination de la fameuse servante. Avec la bourse, évidemment. Avec la bourse. Et donc ça, pour la prochaine fois. Et je te remercie pour ce petit moment fort courageux. Étonnamment bien passé. Hein. Étonnamment bien passé. Ouais. Ça marche. Merci. À bientôt, Sig. Bonjour Tanorivel. Bonjour. Nous voici l'après-midi du 29 du mois du grain. Au petit matin, vous avez trouvé le repos après une journée d'emprisonnement à Fort Gravestark. Toi et tes compagnons, et vous avez œuvré en ce début de journée, en cette première partie de journée, vous avez œuvré à l'auberge de l'épée. Cette journée s'est matérialisée par finalement assez peu de clients. L'auberge jouissant d'une mauvaise réputation ces derniers temps. On se demande pourquoi. Mais contrebalancée par une pénurie d'effectifs. Il y a beaucoup moins de main-d'œuvre ponctuelle comme dans le temps il y avait. Donc en fait, vous êtes plus sollicité. Mais en cette fin de repas, Klaus constate que
Dans la salle commune ne se trouve plus qu'Enguerrand, sa sœur, une Arendelle comme maintenant tous les jours depuis bien une semaine et demie même, qui a pas grand monde et donc vous donne votre après-midi, ce qui vous permet de vaquer à vos occupations, de reprendre un peu pied dans Brenhaven éventuellement après l'avoir quitté pendant quasiment une semaine aussi. Que fais-tu de ton après-midi ? Alors, déjà, en premier lieu, j'aimerais qu'on revienne sur la mise à sac de l'auberge. Est-ce que la chambre de Tano a été, j'imagine, bien sûr fouillée, mais est-ce que la cache a été trouvée ? Cette cache contenait quoi ? Plus grand-chose, vu que j'avais tout sur moi, mais elle contenait peut-être des courriers, des poèmes, enfin tout ce qui pouvait être un petit peu intime à Tano. Alors, il te semble qu'elle a été trouvée, oui. Tu as l'impression que tes poèmes sont pas rangés au même endroit que tu les avais déposés dans ta cache. Tout a été soigneusement fermé, mais tu as senti une présence étrangère dans ce lieu que tu estimes très intime. Ouais, donc du coup, c'est cuit pour y remettre des trucs dedans. Ah, tant pis, puis de toute manière, avec une Arindéal dans la salle commune, je ne vais pas aller récupérer l'épée. Par contre, il faudra bien quand même qu'un jour je la mette en sécurité. Bien, bon, de toute manière, je vais pas m'apesantir, hein, j'ai des choses plus importantes à faire cet après-midi. Donc, petit rafraîchissement nécessaire après la nuit de repos, et puis je vais me diriger vers la ligne verte. Parce que j'ai bien l'intention de continuer la discussion entamée avec le capitaine Tarivel au cercle de pierre druidique. Je crois qu'il est temps de crever l'abcès et de jouer carte sur table. Très bien. Je me garde bien d'en parler à qui que ce soit, hein, parce qu'on va me dire non. Donc, voilà. Tu connais tes compagnons ? Oui. Le fait est que tu te déplaces jusqu'à la ligne verte. Est-ce que tu franchis la sylve, tu rentres à l'intérieur, ou est-ce que tu la contournes comme tu le faisais avant ? Alors, elle est toujours interdite, en fait. Elle est toujours interdite. Ouais, donc je vais pas non plus... j'ai assez goûté de la geôle ces derniers temps. Donc je vais y aller tranquille. Donc je vais contourner la sylve par les remparts et puis faire le grand tour tranquillement. Comme beaucoup de gens finalement qui veulent se diriger vers cette partie-là de Brenhaven, tu longes les remparts et tu te retrouves sur la ligne verte. La ligne verte, c'est constitué de ces arbres gais qui surplombent l'ensemble de la partie basse et du pont bas au-dessus de la petite Valdine. Qui sont des résidences, je le rappelle, qui ont été libérées de leurs occupants au moment de l'occupation elfique. Alors, rappelons que cette occupation est née dans une Brenhaven exsangue et peu peuplée. Suite à l'invasion des forces du Nécromant, Brenhaven avait été vidé de sa population, pour une partie enchaînée, pour une autre partie trucidée. Donc finalement, il y avait quand même pas mal de demeures nobles, parce que là, on est dans un quartier plutôt noble de la ville. Il y a pas mal de demeures nobles qui étaient laissées vacantes. Et donc les elfes s'y sont installés. Mais leur présence se manifeste dans ces habitations par une végétation qui semble avoir repris un peu ses droits. Par c'est comme si certaines façades de bois étaient redevenues vivantes, que des pousses même d'arbres avaient légèrement pris leur place, enfin pris place sur ces façades. Des plantes grimpantes s'y trouvent également. Donc elle a de vert à la fois le nom, mais aussi l'esthétique. Ce qui fait que tu te présentes devant la demeure de ton oncle, Tarivel, demeure gardée, tu te souviens, en face de l'abbaye qui est le QG des Arindéal, elle aussi gardée, cette abbaye, mais tu sais qu'à l'intérieur de cette abbaye se trouve sans doute Signe,
la C'est vrai. fille de Rilke, et se trouvent aussi les baies de mémoire, ainsi que sans doute d'autres mystères. Mais c'était pas ta destination. Ouais, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû pousser plus loin, mais j'ai pas le temps. En tout cas, c'est avec un grand sourire que j'arrive devant le garde. Parce que, en regardant les maisons de la ligne verte, j'ai pas pu m'empêcher de penser, une fois qu'ils seront partis, ce qui va sûrement arriver bientôt, tout le nettoyage qu'il va falloir faire, enlever toutes les pousses, les petites branchettes qui ont poussé par-ci par-là, ça va être... Mais bon, voilà. Du coup, ce côté amusant, même si c'est totalement déplacé, voilà, me fait arriver un peu plus léger dans l'âme. Très bien. Le garde te reconnaît et ne te pose pas trop de questions lorsque tu demandes à voir ton oncle. Te fait attendre dans une salle agréable que tu connais maintenant. Tu as visité à de nombreuses reprises. Oui. Et ton oncle, Tarivel, finit par arriver. Ses cheveux blonds, son pourpoint elfique. Il est grand, il te dépasse d'une demi-tête. Et il n'a pas l'air d'être surpris de te voir. Il est comment dire, dans une humeur neutre. Tu ne le vois ni souriant, ni peiné. C'est bien ça le problème avec lui. Salutations, mon neveu. Bonjour mon oncle. Alors je tiens à préciser que Tano n'est absolument pas habillé comme la dernière fois qu'il l'a vu, c'est-à-dire très strict, naturel fixe, etc. Là il a une chemise avec le col ouvert, comme s'il avait un peu plus d'assurance, un peu plus de virilité affirmée. Les cheveux ne sont pas coiffés. Maintenant en plus qu'ils sont courts, ça lui fait la mèche qui tombe sur les yeux. Alors il est propre, mais voilà. Il est beaucoup moins apprêté qu'il ne pouvait l'être avant. Il ne sent pas la fleur d'oranger comme dernièrement. Voilà. Donc c'est le côté Bren qui ressort un peu plus. Alors la dernière fois qu'il t'avait vu, tu étais quand même au cercle de pierre après Oui. un séjour. C'est sûr. Du coup il y a du changement. Je suis propre. C'est ça. Je ne suis pas couvert de sang ni de boue. Vous avez quand même pris un arrêt à la maison, au domaine d'Orville, avant d'arriver au cercle de pierre, mais tu ne sors pas d'un campement. Donc il se pose devant toi, vérifie que personne n'est là. D'ailleurs, il t'invite en fait à le suivre dans son bureau. Quand tu rentres dans la pièce, tu vois quelques cartes installées, un boulier dans un coin, un matériel à écriture, un nécessaire à écriture, et un pupitre. Voilà, quelques parchemins en rouleau. Et une douce odeur de plantes aromatiques qui s'est diffusée dans l'air. Pardon. Il regarde par la fenêtre et tout en te montrant son dos, je t'écoute. Je vérifie qu'il n'y a personne dans le couloir. Il n'y a personne dans le couloir. Avant de fermer la porte derrière moi. Et s'il y a un moyen pour verrouiller la porte, je la verrouille de l'intérieur. Alors cette porte ne peut pas se verrouiller. Tu peux placer une chaise devant si tu voulais vraiment gêner des... Oui. Tu places une chaise devant? Oui. Ok. Il se retourne quand même, t'entendant manœuvrer sa chaise. Et pour le coup, il est étonné. Je le regarde, d'un air neutre, pas du tout agressif, ni rien du tout. De toute façon, je n'ai aucune arme sur moi. Hein. Même pas ma dague habituelle. Et puis, je me dirige d'un pas décidé, mature, pas rigide, hein, absolument pas militaire, plutôt un pas leste, celui du tracker, du chasseur. Et je me dirige tout de suite vers la fenêtre. Là où il est, tu veux dire? Ouais, mais sans trop le regarder lui, afin de regarder s'il n'y a pas de chouette
de faucons, de pigeons. Ok. Il s'écarte de la fenêtre, d'où toi, tu sais pas précisément. Et il est visiblement, il passe de étonné à inquiet quand il te voit avoir cette attitude. Qui es-tu? C'est moi, mon oncle, ne vous inquiétez pas. Mais disons que j'ai de nouveaux réflexes qui n'étaient pas les miens auparavant et qui me vont bien, d'ailleurs, je trouve. Il relâche la poignée de la garde de son épée. Bien. Et donc, que me vaut le plaisir de ta visite? Si je ne vois rien de spécifique dehors, de spécial, d'inquiétant, je tire les rideaux. Très bien, tu tires les rideaux. Et là, je me retourne et comme il est plus grand que moi, eh bien, je lui en serre la poitrine et je le serre contre moi. Avec un grand soupir de soulagement. Et voyons, mon neveu, il n'y a pas de public, tu n'es pas obligé. Non, j'en ai simplement envie, mon oncle. J'en ai marre d'être loin de vous. Merci, vous m'avez sauvé. Grâce à vous, grâce à votre plan ingénieux, eh bien, je suis toujours libre. Et Tu as bien compris que ce plan était lié à une découverte qui reste à venir. Tout à fait. Et que tant que cette découverte n'a pas eu lieu, tout est en suspens. Oui, je sais. Mais bon, voilà, c'est déjà un bon début. C'est d'ailleurs l'objet de ma visite. Déjà pour vous remercier d'avoir fait ça pour nous. Vous n'étiez pas obligés. Je sais que Mère et vous étiez très proches, mais je vous ai mis dans une situation très délicate, voire très dangereuse. J'en ai conscience. C'est pour ça que j'ai tellement hésité à faire appel à vous. Tu le sais, Tenwayvel. Notre devoir nous amène quelquefois à prendre des décisions dangereuses, à devoir les assumer. Et les liens du sang sont supérieurs à bien d'autres liens. Oui, j'ai été proche de ta mère, de ma sœur. Et je la vois à travers toi. J'espère que tu suivras sa trace. Et j'ai essayé de te donner, avec difficulté, je l'avoue, une attitude dont elle puisse être fière. Certains diraient que ton sang humain se rebelle à certains de nos principes. Mais en tant que telle, ta mère était pleine de panache. Elle avait peut-être déjà cette graine de liberté. Du coup, j'ai un petit sourire. Oui, je sais que je suis plutôt incontrôlable. Mais c'est parce que je supporte pas l'injustice. Et c'est souvent ce qui m'a poussé à faire des choses que je regrette pour certaines. Mais je suis pas venu là pour m'apitoyer sur mon sort comme la dernière fois. Non, l'heure est trop importante, trop grave. J'ai besoin de savoir si ce que font vraiment les Arindéal. Je m'assois dans un coin et je lui fais signe de venir s'asseoir près de moi. Alors il hausse un sourcil. J'inverse les rôles. Il s'approche, il reste debout. Il s'assied pas à côté de toi, mais il s'approche de toi néanmoins pour parler d'une voix plus basse. Les Arindéal, pourquoi sont-elles ta préoccupation? Je côtoie
Éléonore depuis son retour. Elle est à l'auberge depuis tous les jours maintenant. Et je vois bien ce qu'elles ont fait aux enfants. J'ai cru comprendre que quelque chose que vous n'approuviez pas forcément. Je sais que les enfants sont devenus de vrais petits soldats. Ils sont totalement dévoués à la Naria Morienne et à notre peuple. Mais je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je ne sais pas si les enfants sont encore loyaux envers leur humanité. On est, hormis notre nature profonde, on est loyaux envers des valeurs ou envers un territoire ou envers des amis ou envers un souverain, mais pas envers une race. Je pense que ces enfants sont aujourd'hui proches de ceux qui les ont élevés. Et on ne peut pas leur tenir rigueur de ça. Tu n'as pas cet attachement à la Naria Morienne, comme moi, comme eux, parce que tu n'y as pas vécu. Si tu avais grandi là-bas, la question ne se poserait pas, et cette ferveur avec laquelle tu souhaites défendre Brenhaven, considérant que Brenhaven est en danger, tu l'aurais à l'égard de la Naria Morienne, en voulant défendre la Naria Morienne. Parce que ce serait ta terre. Ce serait tes amis. Mais ce n'est pas la leur. Ils y ont grandi. Ils y ont grandi pendant quelques années, mais ils n'y sont pas nés. Et ils ne seront jamais considérés comme des elfes, de toute manière. Mais l'intention n'est pas là. Ils sont peut-être des amis des elfes, mais... Ce serait déjà bien d'avoir des amis en cette terre éloignée de notre royaume. Mais pour te répondre complètement, j'ignore ce que font les Arendelle, hormis qu'elles obéissent à leur agenda. Ouais, vous me l'aviez déjà dit, ça. Mais ça ne me rassure pas, au contraire. On se rend bien compte que les différentes forces elfes dans la cité agissent chacune pour leur compte. Du moins. Il t'interrompt. Non. Ne dis pas que j'agis pour mon compte. Nous sommes chargés de protéger le peuple elfique, ici. Je suis en plus, en tant que capitaine du guet, chargé de protéger la population, quelle qu'elle soit, humaine, alpheline ou autre. Et je m'y efforce le plus possible et dans la paix autant que possible. Je ne suis pas chargé de défendre les intérêts elfes. D'autres le font pour eux. Oui, mais vous êtes sous les ordres directs du commandant Irizadan, et lui, sa priorité n'est pas de protéger Brenhaven. Ça ne veut pas dire que je partage ses intentions, ses idées. Que penses-tu, parce que tu parles de ces enfants qui sont pris par les Arendelle, hein, que penses-tu de la flèche? Je vous l'ai dit. C'est un homme courageux. Il n'a jamais tiré la lame contre aucun elfe. Et il n'a fait que protéger des familles et protéger des enfants de l'éloignement qu'on leur impose, de l'arrachement qu'on leur impose. Et pour prendre une figure allégorique poétique du déracinement que vous leur imposez. C'est comme si on prenait un jeune arbre ruisseau, on le déracine et on va le replanter ailleurs, dans une autre forêt. Sous prétexte qu'ils sont dangereux parce qu'ils ont des pouvoirs qu'ils ne maîtrisent pas. Tu l'admires? Non. J'ai même eu des différends avec lui. Parce que j'ai estimé que son courage était aussi
mélangé à de la lâcheté. Justement parce qu'il refusait de s'investir plus et qu'il se concentrait uniquement sur les enfants. J'ai compris pourquoi. De toute façon, vous le savez maintenant, vu que vous savez qui est la flèche, et que c'est qu'il a été traumatisé par les conséquences de l'enlèvement d'Éléonore. Car l'enlèvement d'Éléonore a provoqué la chute d'une lignée tout entière. J'ai vu le père d'Éléonore. J'ai vu ce qu'il en reste, du moins. Le baron d'Orville étant feuilleté, son épouse aussi, sont de vrais légumes. Où ils vivent béat parmi les fées. Mais et c'est sans doute ce qui attendra celui qui était caché derrière le masque de la flèche. Vous en ferez un martyr. C'est tout ce que vous en ferez. Il sera jugé par le commandant lui-même. Quoi qu'Erizadan lui fasse, qu'il le tue ou qu'il l'enfeite, la flèche passera du statut de renégat rebelle à celui de héros de la cité. Et c'est ça que je m'évertue à essayer de vous faire comprendre. Pour toi, il faut des héros. Les humains ont cette nature rebelle et les héros sont là pour garder espoir. Car du moins, les forces elfiques, les forces militaires elfiques, petit à petit enlèvent tout espoir à la population. Pas de liberté, couvre-feu, interdiction de se réunir, obligation de se laisser massacrer en ville quand une créature féerique échappe au contrôle des Arindéal. C'est pas ce que j'appelle... Comprends bien, mon neveu, que il y a des intérêts, il y a des nécessités qui s'imposent à nous. Et je partage ton opinion. Tu dis que les héros propagent l'espoir. Et l'espoir forge la paix. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu depuis longtemps. J'ai un cadeau à te faire. Moi aussi. Qui est en accord avec... Qui est en accord avec ce que tu viens de me dire. Tu as dit que les héros propageaient l'espoir, mais nous nous apprêtons à faire disparaître l'un d'eux. Il se retourne, il se déplace, va jusqu'à un petit meuble, lequel qu'il ouvre. Il ouvre un tiroir de ce meuble. Il semble trifouiller à l'intérieur du tiroir et en sortir une boîte, mais il te semble qu'elle n'était pas facilement accessible. Une boîte large, peut-être un peu longue. Une boîte simple qu'il rapproche de toi, fermée par une serrure. Il sort au-dessus de son cou une petite clé en argent, une médaille en forme de clé qu'il glisse dans la serrure et celle-ci se déverrouille. Mais il n'ouvre pas la boîte. Il te la tend. Il te la remet même. Et il remet sa clé autour du cou. Et il t'invite d'un geste à ouvrir cette boîte. Je pense savoir ce qu'il y a dedans, mais bon. On sait jamais. Là, comme je suis assis, je mets la boîte sur mes genoux et je l'ouvre doucement. Malgré les rideaux fermés, le soleil vient éclairer un médaillon, un collier lumineux qui reflète les rayons du soleil. Un collier comme tu as vu sur certains elfes. Un collier de glamour. C'est pas du tout ce à quoi je pensais. Mais le collier n'est pas seul. Sous le collier se trouve une cape. Une cape elfique qui en a vu.
Elle est loin d'être propre. Et entre le collier et la cape se trouve un foulard. Voilà, beaucoup de choses dans cette boîte. Tout à fait. C'est une boîte longue. Et ce foulard, tu le reconnais. Il s'agit du foulard que portait la flèche lors de votre dernière rencontre. D'accord. Tanorivel, tu sembles savoir beaucoup de choses sur la flèche. Mais une chose que tu ignorais visiblement, c'est qu'il agissait avec mon concours. L'espoir, je te l'ai dit, forge la paix. Et cet espoir ne doit pas mourir. Je n'ai pas pu empêcher sa découverte. Mais j'ai pu faire disparaître ses effets. Parce qu'il faut désormais qu'un nouveau héros se dresse. Avec les mêmes traits. Pour semer le trouble dans l'esprit des Rizadan sur le fait qu'il possède en geôle actuellement la véritable flèche. Et il faut que dans l'esprit des citoyens de Brenhaven, cet espoir ne meure pas en même temps que Anselme. Alors je ne te le demande pas, mais je te le propose. Mais je suis bien moins doué que lui. Je sais, dit-il d'une voix cassante. Mais tu apprendras. Mais on peut le sauver. On peut le faire s'évader. Non. Pour deux raisons. La première, c'est que il est déjà trop tard. Qu'il est sous très bonne garde. C'est un symbole. Et Rizadan ne laissera pas fuir. Oui, mais... Et la deuxième raison, c'est que cela serait un aveu de culpabilité. Serait le signe qu'il a des complices. Et je préfère que la flèche continue son œuvre, permettant aux gens de comprendre que ce simple valet qui a été découvert n'était pas le vrai. Mais alors il faut faire agir la flèche aux yeux de tous pour qu'il libère Antelme. Tout à fait. Ce collier t'aidera. Tant que tu porteras ce collier, tu auras les traits de... les mêmes traits que celui qui avait la flèche lorsqu'il portait ce collier. Et qui était-ce à la base? Le visage que tu vois devant toi. C'est votre collier? Tout à fait. Mais ça veut dire que vous n'en portez pas, là? Si. J'ai dû... lorsque le mien m'a été subtilisé, j'ai dû en faire refaire un. Avant de découvrir que c'était mon visage qui se trouvait derrière le masque. Imagine ma surprise. Et moi, j'imagine surtout les risques que ça a dû vous faire. Vous voulez que je continue à vous faire prendre des risques? Et si je me faisais arrêter? Eh bien, tu pourras toujours dire à raison que ce collier m'a été subtilisé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut que j'arrête de me comporter comme une fille. Pourquoi? Ne sois pas Parce que médisant envers les filles. Il y en a bien une ou deux qui me... Non, 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 excusez-moi. Par Je suis contre, un peu sous le choc. Par contre, tu pourras mettre en application ce que tu reprochais à la flèche. Trouver du courage, t'éloigner de la lâcheté. Bah, en fait, il était pas vraiment lâche, puisque... Nous verrons. Il travaille avec vous. Mais d'ailleurs, du coup, j'ai une autre question. En plus, j'ai plein de questions. Je t'écoute, mais le temps nous est compté. Tu sais que nous sommes surveillés. Oui, mais si vous dites que le sang est aussi important que ça, pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé du collier? Du fait que vous étiez en train de mourir?
et que vous n'êtes plus immortel. Son visage devient beaucoup plus grave soudainement. Pourquoi mère ne me l'a jamais dit? D'accord, j'étais petit, j'avais 6 ans quand elle est morte, mais... Parce que tu n'es qu'un nourrisson du haut de nos âges. Et que nous préférons te préserver, toi qui portes en toi la flamme de cette nouvelle jeunesse. Mais moi, je ne serai jamais comme vous. Je ne serai jamais immortel, je mourrai comme un humain. Ben, rassure-toi, nous ne sommes plus immortels. Donc tu es aussi proche de nous que tu puisses l'être. Ouais. Alors... Ouais. Mais bon... Je comprends pas pourquoi vous avez honte de votre âge, de votre apparence. C'était une chance d'être immortel, de vivre aussi longtemps. Pourquoi mettre ces colliers de glamour pour paraître différent que ce que vous êtes vraiment? C'est de la coquetterie, ça. Alors, lorsque tu as contemplé un visage pendant plusieurs siècles, que ce visage était immuable et que tu en étais convaincu avec assurance que jusqu'à ta mort tu porterais ce même visage, que cette mort ne viendrait pas par le temps, et que tu te mets à contempler un visage qui n'est plus le tien, dans lequel tu ne te reconnais plus, et que ce visage signifie la fin de ton espérance, alors en toi s'effectue nombre de transformations. Mais tu ne pourras jamais approcher du doigt ce qui s'est passé dans nos esprits à ce moment-là. C'est vrai que pour nous, c'est naturel. Bénédiction ou malédiction, je ne sais. On sait qu'à la naissance, on est voué à la mort. Mais c'est ce qui rend la vie humaine aussi vivante, aussi intense. Bref. Tu avais un cadeau à me faire. Oui. Et non pas que je sois pressé de le recevoir, mais je suis malheureusement pressé par le temps. Est-ce que le prévôt travaille avec vous aussi? Quotidiennement. Je ne parle pas de ce travail-là. Je parle du travail. Celui que vous menez, que vous meniez. Non, le prévôt, je n'ai qu'une confiance très limitée envers lui. Et d'ailleurs, s'il avait pu... c'est lui qui a arrêté la flèche. Et c'est de lui que j'ai subtilisé les effets que tu as maintenant entre les mains. Alors, je ne sais pas... Je vais peut-être faire une grossière erreur, mais je la fais quand même. Mais je me méfierais encore plus de lui si j'étais vous, car je sais qu'il travaille pour le baron d'Era. Tu parles des chefs des mendiants, là? Oui. C'est pas que des mendiants, c'est des voleurs, des assassins. C'est eux qui sont responsables de tous les cambriolages en ville. Et ils ont mandaté... ils cherchent... Le baron d'Era cherche des baies, des Arindéal. Et le prévôt a fait en sorte eh bien que ce soit mes amis qui s'en chargent. Parce que Sig a des connaissances avec les Alflins, dans les basses rues, dans les vieilles rues du port. Mais elle a des dettes, du moins elle a une dette à recouvrer auprès du baron d'Era, et je sais que le prévôt a dit au baron qu'il avait des agents sur le coup. Je pense que les agents, c'est nous, bien contre notre gré. Alors nous n'irons pas jusqu'à cambrioler l'abbaye de la Flamme, hein, on n'est pas fous. Mais en tout cas, on est dans une mauvaise position à cause de ces pourris, et je sais que le prévôt prépare quelque chose, il traficote des trucs. Penses-tu qu'il nous faille lancer une opération pour montrer notre présence auprès du baron d'Era? Par exemple, ordonner au hasard la fouille de l'église? Bah, c'est leur QG. Mais justement, cela gênerait leurs plans, parce que tu dis que leurs plans sont... Je suis surpris que le guet n'y ait jamais fait une descente. Oh, il y a bien quelques descentes, mais jusqu'à présent,
En tout cas, de ce que nous rapportait le prévôt, les rats étaient assez peu nuisibles à cette paix. Oui. C'est malheureusement le lot commun de toutes les villes humaines que d'avoir cette populace qui cherche à s'approprier les possessions des autres. Mais en tout cas, le prévôt, semble-t-il, est totalement dévoué à la cause militaire elfique. C'est pour ça que je comprends pas qu'il traficote des choses avec le baron. Dévoué à la cause militaire elfique, je ne dirais pas ça. Nous Ou en alors aurions il eu des preuves manifestes. Ah bon? Quand j'ai été interrogé, c'est ce qui m'a semblé pourtant. Peut-être qu'il Il donnait parlait, le change. Il parlait de vous en disant nous. Il Ah, parlait de vous. mais c'est un trait d'éducation de sa part. Comme le margrave, qui a tendance à confondre sa position et la nôtre. Mais ne va pas croire que sa loyauté... nous n'avons rien à dire au prévôt jusqu'à présent. Hein. Celui-ci s'est montré très collaborant. D'accord. Ouais. Mais ce que tu dis Peut-être pour autant m'inquiète. Nous allons regarder de près ce qu'il trame. Merci, mon neveu. Je suis obligé de me retirer, je suis attendu. Alors, parlez bien du dragon. Hein, peut-être pas à Erizadan, mais au moins à Lasaril, s'il est aussi intelligent que je le pense. Vous m'aviez demandé d'en parler, d'en référer directement à la reine. Ah oui, mais je pense pas que vous ayez pu la contacter si vite. Non, Si non. Mais par contre, j'avais cru comprendre qu'il fallait lui en parler directement plutôt que de passer par les instances supérieures. Ouais, c'est ce que Rob a dit. Ouais. Mais Rob, il est tellement compliqué à comprendre. Un coup, il va dans un sens, un coup, il va dans l'autre. Même moi, surtout moi, en fait, je m'y perds. Mais je suis pas un politicien. Lui, bon. il a l'étoffe d'un politicien. Bref, en tout cas, voilà. Tout ce que je vous ai dit sur le dragon est vrai. Je vous en supplie de me croire. Il est toujours là. Il est dans son âme est immortelle. Il est dans la non-vie, mais il attend qu'une chose, c'est de recouvrer ses forces et de revenir. Il faut absolument le déloger de sa tanière. J'ai entendu et j'essaierai d'être persuasif autant que possible auprès de la reine. Bonne soirée à toi, mon neveu. Merci. Rends-nous tous fiers de ton héritage. Et il désigne même la boîte qui est entre tes mains. C'est vrai que j'ai plus ma cape. Dis-moi ma cape. J'ai plus l'autre cape. Voilà. Eh ben, je lui fais un signe de tête. Je le serai encore contre moi. Je sais très bien qu'il aime pas. Ouais. Et du coup, je le fais exprès, mais je le serre vraiment fort pour montrer toute l'intensité émotionnelle que je mets dans ce geste. Car je veux lui faire comprendre que les humains sont aussi tactiles. Et il y a beaucoup d'émotions qui transitent comme ça. Et puis, je repars. En direction de l'auberge de l'épée, ta petite cassette, ta petite boîte sous le bras. En espérant qu'on m'arrête pas. C'est surtout ça. Et la suite, la prochaine fois.